15 et avril 1945. Bergen-Belsen, nord de l'Allemagne. Les forces britanniques pénètrent dans un camp qui défie toute description. Des dizaines de milliers de morts sans sépulture. Des silhouettes squelettiques à peine conscientes. L'air lui-même semblait imprégné d'une atmosphère ancienne et pesante, une lourdeur que les soldats décriront pendant des décennies. Toujours à voix basse, toujours avec le même regard absent. Et au milieu de ce chaos, imperturbable comme un homme attendant le bus, se tenait le commandant. Il ne se cachait pas, il ne fuyait pas, il se présenta. Quel genre d'homme peut voir des milliers de personnes périr sous son autorité sans éprouver la moindre émotion, ni culpabilité, ni répulsion, pas même l'instinct humain fondamental de détourner le regard? Comment peut-on accumuler un tel vide intérieur? Son nom, Joseph Kramer. Cette question est au cœur même de cette histoire tragique. Si vous découvrez cette chaîne, sachez qu'elle a pour vocation de faire en sorte que des pans entiers de l'histoire ne tombent jamais dans l'oubli. Abonnez-vous, laissez un commentaire et restez avec nous, car comprendre le mal est l'une des seules armes dont nous disposons pour le combattre. Joseph Kramer est né le 10 novembre 1906 à Munich, en Bavière, en Allemagne, la même ville qui deviendra plus tard le berceau symbolique du mouvement nazi. Il est impossible de dire avec certitude si cette coïncidence géographique a influencé sa psychologie. Ce que nous savons, c'est que Munich, au début du XXe siècle, était un véritable bouillon de culture, où régnait l'instabilité politique, le désespoir économique et un orgueil national blessé. Kramer a grandi dans un milieu ouvrier durant l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire allemande moderne. Il était enfant pendant la Première Guerre mondiale, adolescent lors de l'humiliation du traité de Versailles, jeune homme durant l'inflation galopante de la République de Weimar, où l'on brûlait des billets pour se chauffer, car ils coûtaient moins cher que le bois de chauffage. Pour les familles comme la sienne, il ne s'agissait pas d'événements politiques abstraits. Ils étaient vécus au quotidien, dans le froid, dans l'indignité de manquer de tout. Il quitta l'école et occupa des emplois de bureau, sans rien de remarquable à tous égards. Aucun talent particulier, aucune cruauté notoire. D'après la plupart des témoignages de l'époque, il était simplement moyen. Et c'est peut-être là le détail le plus troublant. En 1931, à 24 ans, Kramer adhéra au parti nazi et à la SSS. C'était avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ce qui le place parmi les premiers fervents partisans et non parmi les opportunistes qui rejoignirent le mouvement une fois celui-ci victorieux. Il ne fut pas recruté par un système déjà dominant. Il choisit une idéologie marginale alors qu'elle cherchait encore à s'imposer. Ce choix nous en dit long sur sa personnalité, au-delà des apparences. Il gravit les échelons, lentement, méthodiquement, sans éclat. Il servit sous les ordres de Rudolf Höss et s'imprégna de la logique administrative du système concentrationnaire, la grammaire bureaucratique de la mort de masse. Il apprit à parler des êtres humains en unités, en chiffres, en rythme de traitement. Le langage lui-même était un outil de détachement psychologique et Kramer apprit à le manier avec aisance. En 1944, il fut nommé commandant d'Auschwitz II, Birkenau, le cœur industriel de l'Holocauste. Sous son autorité directe, la machine à tuer fonctionnait à un rythme presque inconcevable pour l'esprit rationnel. Des centaines de milliers de Juifs hongrois arrivèrent cet été-là. L'infrastructure croulait sous le poids de la tâche qui lui était confiée. Kramer gérait la logistique. Il rédigeait les rapports. Il assistait aux sélections sur l'estrade, où un doigt levé signifiait la vie, un doigt baissé, une mort certaine dans les heures qui suivaient. Il n'était pas un homme de l'ombre, il était présent. Et voici le paradoxe que l'histoire relate avec une froide horreur. Kramer était décrit par ses collègues comme un homme agréable, organisé et professionnel.
Il aimait, paraît-il, la musique. Il avait une famille, une femme, des enfants. Il vivait simultanément dans deux mondes, la chaleur de sa vie privée et l'horreur industrielle de ses heures de travail. Et il passait de l'un à l'autre sans la moindre difficulté apparente. C'est cette contradiction qui vous brise le cœur à force de la côtoyer. Le mal, sous sa forme la plus dangereuse, ne se manifeste pas toujours par la folie ou une monstruosité manifeste. Parfois, il porte l'uniforme, suit le protocole et rentre dîner chez lui. En décembre 1944, Kramer fut muté à Bergen-Belsen, dans le nord de l'Allemagne. Ce camp n'avait pas été conçu à l'origine comme un lieu d'extermination, mais début 1945, il était devenu quelque chose de sans doute pire encore, une lente catastrophe. Alors que le Reich s'effondrait sur les deux fronts, les prisonniers étaient évacués des camps situés plus à l'est et déversés à Bergen-Belsen sans nourriture, sans médicaments, sans aucune infrastructure de base nécessaire à la survie. Le typhus se propageait comme une traînée de poudre. Les gens mouraient en masse. La maladie décimait les vivants et les morts. Kramer avait le pouvoir de demander des ressources. Il envoyait des rapports. Quant à savoir si ces rapports étaient suffisamment urgents, s'il a insisté suffisamment, ou même s'il s'en souciait, les archives historiques suggèrent un homme accomplissant ses tâches administratives avec le même calme qu'à son habitude, quelle que soit l'ampleur de la situation. Lorsque les forces britanniques arrivèrent en avril 1945, elles découvrirent environ 60 000 prisonniers encore en vie et plus de 13 000 cadavres non enterrés. Kramer se rendit sans résistance et coopéra. Il répondit aux questions d'un ton mesuré et détaché qui troubla profondément les interrogateurs britanniques. Il évoquait les morts avec la même froideur bureaucratique qu'il affichait depuis des années. La presse le surnomma « la bête de Belsen ». Il aurait mal vécu ce surnom. Il ne se voyait pas comme une bête, mais comme un homme qui avait accompli son devoir. Son procès s'inscrivait dans le cadre du procès de Belsen, l'un des premiers grands procès pour crimes de guerre de l'après-guerre, mené par un tribunal militaire britannique à Lunebourg, en Allemagne, à l'automne 1945. Les témoignages des survivants emplirent la salle d'audience d'une horreur telle qu'aucune stratégie de défense ne put la contenir. L'équipe juridique de Kramer tenta de le présenter comme un subordonné obéissant aux ordres de ses supérieurs. Le tribunal resta inflexible. Il fut reconnu coupable. Il a été condamné à mort. Le 13 décembre 1945, Joseph Kramer fut pendu par le bourreau britannique Albert Pierrepoint à la prison de Hameln. Il mourut sans les dernières mosses dramatiques que l'histoire invente parfois pour ses criminels. Il mourut comme il avait vécu, par simple obéissance à la procédure, accomplissant ce que l'instant exigeait de lui. La corde, au final, n'était qu'un acte parmi d'autres. Ce que Bergen-Belsen nous enseigne, ce que toute la vie de Kramer nous oblige à affronter, c'est que l'atrocité ne requiert pas une méchanceté exceptionnelle. Elle requiert des gens ordinaires, prêts à réduire d'autres êtres humains à des catégories, à des numéros, à des problèmes administratifs. La machine à souffrance de masse n'est pas seulement construite par des monstres, mais aussi par ceux qui obéissent en silence, ceux qui restent détachés professionnellement, ceux qui rédigent leurs rapports et rentrent dîner chez eux. La clôture de Bergen-Belsen fut abattue. Le camp fut incendié pour empêcher la propagation des maladies. Le sol fut délibérément laissé à nu, un silence si pesant qu'il fait office de mémorial. Mais le silence s'estompe. Se souvenir demande des efforts. Veiller exige de la souffrance. Voici donc la question que soulève cette histoire, et elle mérite qu'on s'y attarde. Si des gens ordinaires ont bâti ces systèmes, de quoi sont-ils capables aujourd'hui, alors que la déshumanisation s'installe sournoisement dans les discours, les politiques
dans l'érosion progressive de la notion même de ce qui mérite d'être protégé? Laissez votre réponse en commentaire. Elle compte plus que vous ne le pensez. Et si c'est ce genre d'histoire sans concession que vous recherchez, abonnez-vous, car il y a encore tant d'autres choses que le monde ne doit jamais oublier.